défavorisée devient nécessaire puisqu'il n'y a plus l'autorité traditionnelle qui permettait d'intervenir là-dessus. Après, certains diront 20e siècle, la Deuxième Guerre mondiale, les 30 Glorieuses, il y a encore plusieurs, sous le développement de l'État-providence où l'État intervient de différentes façons. Or, ce qui est très intéressant, c'est que tous ces sujets ou toutes ces sources qu'on va voir maintenant sont des sources qui n'ont rien à voir avec tout ça, qui sont totalement, qui ont précédé totalement tous ces genres de réflexions pour pouvoir, intervenir et empêcher de l'intérieur. Alors on pourrait dire que c'est peut-être l'époque communautaire où effectivement tout marche avec une autorité qui centralise ce genre de problème à travers la Kehila. C'est vrai, mais en tout cas pour nous c'est très intéressant parce que c'est des précédents totalement inédits. Parce qu'en général, on y réfléchit dans ce qui est récent, en oubliant ce qui précède. Alors le point plus intéressant dans notre étude en particulier, c'est que vous allez voir une notion qui est nouvelle par rapport au Talmud, qui n'a absolument aucune source dans la Halacha, et la même notion se développe de façon différente entre l'Europe, les pays ashkénazes et les pays séfarades. Ça veut dire on utilise un nouveau concept qui n'existait pas, et ce concept veut dire presque une chose et son contraire si on se trouve en Europe ou si on se trouve dans les pays séfarades. C'est quelque chose de très étonnant. D'ailleurs, dans l'entrée de ce sujet-là, dans l'encyclopédie talmudique, on parle d'un sujet, et l'autre, il a pris un nom un peu différent, alors qu'en fait, les Haramim utilisent le même nom pour ne pas mélanger un sujet et l'autre. C'est le même sujet, ça veut dire exactement l'inverse. Le titre, c'est Hezkat Ayishu. Et je doute que vous ayez entendu parler de ce sujet, même ceux qui ont dû finir une fois ou deux fois le Talmud dans son entier, parce que ce mot-là n'est pas du tout évoqué dans aucun passage du Talmud, ni même des Rishonim sur le Talmud. C'est quelque chose qui vient ensuite et qui est presque une création de toute pièce qu'on connaît et qu'on découvre, et quand elle apparaît, on se demande mais pourquoi d'où ça vient. En fait, on essaie de faire le chemin rétroactif pour dire comment est né, et il y a différents. Alors c'est des travaux qui sont moins des problèmes de halakha, d'historiens ou autres, pour essayer de dire qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi à telle époque on voit apparaître quelque chose qui est une takana, et on ne nous dit pas quand elle est apparue, tout le monde a l'impression de parler de quelque chose de connu, pour personne c'est connu. Maintenant ça c'est valable pour l'Europe, et c'est valable pour les pays séfarades, pour les problèmes des takanot. Et très souvent, le sujet même des Shelot ou Tshuvot, de longs développements, sont faits sur des bases qui sont absolument absentes du Talmud. Presque, je dirais, du Shulchan Aruch, même si le Shulchan Aruch en prend part, puisqu'il quand même, il a déjà ce qui s'est écrit avant lui. Mais pour ce qui va suivre le Shulchan Aruch, il y a par exemple des Tshuvot qui ont été écrites il n'y a pas si longtemps, les Teshuvot de Yekutiel Berdugo par exemple, ils ont été évoqués, ou celui qui a sorti les Teshuvot a dû faire un hamoud ou deux hamoudim avant chaque Teshuva pour expliquer l'antécédent, parce qu'on ne comprend rien. Même ceux qui ont étudié le Shulchan Aruch Rosh Mishpat ne savent pas de quoi on parle, c'est des notions qui sont totalement créées de toutes pièces par les Chachamim de cette époque qui ont... Pardon ? Oui, justement, mais c'est ça qui est très intéressant. C'est une création presque nouvelle par rapport au côté classique de la halakha. Et d'où l'importance, c'est un sujet sur lequel j'ai déjà évoqué l'importance des takanot, de ce domaine-là, pour justement traiter des nouvelles situations de façon nouvelle, inédite, même si on n'est pas attaché en ayant des sources qui peuvent les démontrer. Alors le sujet c'est Cheskat Haïchou, ou d'une autre manière, ce que je dis dans la psychologie talmudique, ils ont un peu changé, ils ont appelé ça Cherem Haïchou, pour faire la différence entre Cheskat et Cherem Haïchou, mais enfin, c'est à peu près la même chose. Alors, de quoi il s'agit? On va étudier la Teshuvah directement pour lire le premier texte d'un Chacham Ashkenaz, et vous allez voir, le côté très étonnant. La première partie n'est pas tellement liée à ce sujet, on s'est lié de manière, est une dérivée du sujet, mais ensuite, on a le sujet lui-même. Il s'agit d'une chouva qui est dans un livre qui s'appelle Or Zarwa, un des livres fondamentaux de la psycha ashkénaze, qui a été écrit à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle à Vienne. Rabbi Yitzhak, on l'appelle Rabbi Yitzhak Or Zarwa ou Rabbi Yitzhak Mivina, et qui a écrit un condensé non seulement de ses commentaires lui-même sur le Talmud, de ses teshuvot à lui, mais même d'autres teshuvot. C'est un immense travail. Et dans ce travail, on a cette teshuva, qui est un teshuva classique sur le sujet de Cheskat Haïchou. Et c'est une teshuva d'Arav Rabbi Moshe Bar Hizdai. C'est un chacham assez particulier, ce chacham-là.
pas très connu non plus, mais il s'appelle Rabbi Moshe Tako. On le connaît sous son nom Tako, et c'est pas très, comment dire, une allusion très le mot Tako, parce que Tako, c'est un Chacham qui a vécu à la ville de Dachau. Et Tako, c'est cette ville-là, et il a écrit, comment dire, alors on parle aux environs 1200, quelque chose comme ça, début du XIIIe siècle. C'est un Chacham très original, ne serait-ce que parce que son œuvre plus connue, ça c'est une teshuva qui n'est pas la plus connue, c'est un livre qui s'appelle Ktav Tamim, et qui est unique peut-être dans toute l'histoire de la pensée juive. Parce que... Ah oui, alors... Il faut que je montre. Alors, excusez-moi. Là, il faut que je montre. Alors, donc je disais, ce Rav Moshe Tako a quelque chose de très particulier dans l'histoire de pas de la halakha particulièrement, mais dans l'histoire de toute la pensée juive et toute la Bichlal, je dirais même la Kabbalah, c'est qu'il a écrit un livre qui s'appelle Ktav Tamim, où il défend une idée absolument renversante, c'est que tout ce qui est écrit à propos d'Akadosh Baruch Hu comme anthropomorphisme ne doit pas se comprendre de façon imagée. Contrairement à ce que on est tous les élèves du Rambam, où il ne faut jamais prendre tout ça à la lettre, il faut prendre ça de façon, c'est simplement les Toharim Shlilim, c'est rien que pour dire que c'est pas l'inverse, etc. Il dit pas du tout, au contraire, tout ça, c'est porter atteinte à Akadosh Baruch Hu, c'est diminuer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et il a tout son livre pour justifier cette position, à un tel point que certains ont dit ce livre doit être complètement j'allais dire brûlé, mais en tout cas, c'est son côté très connu, enfin particulier au niveau de la halakha. Maintenant, il a une teshuva qui n'a rien à voir avec tout ça, et c'est la teshuva en question, Ktav Tamim. Ktav Tamim. D'ailleurs, il y a un livre du Rav Menachem Kacher qui s'appelle Torah Shelema, et dans la paracha à venir, de la paracha Titro, à propos des Aseret Adibirot, ou l'Otasera Pesel, Koltemuna, etc. On n'a pas le droit de parler d'Akadosh Baruch Hu avec des images. Il a écrit une vingtaine de pages pour justifier, pour expliquer que tout ce qu'on a démoli ce Ktav Tamim, ou en tout cas c'est aberrant, tellement aberrant qu'il a essayé le Rav Kacher de lui donner une certaine manière d'interpréter. En tout cas, pour revenir sur notre sujet, ce qui n'a rien à voir, c'est une teshuva de ce Chacham au début du XIIIe siècle. Gadol Shalom, שהוא כלי המחזיק כל הברכות. וגנאי הוא המחלוקת, שהוא מחריב את הגופים והממונות. הוא מסלק את השכינה, ואם אין שכינתו עליהם, אין עליהם שומר. Donc sur l'importance du shalom. Rabotenu achenu, quel est le problème? Rabotenu achenu chez Bemaïdenbourg, si shvuni les roches, les hachiv al divrei rivot chez Benehem. Donc on m'a demandé d'intervenir sur une dispute qui s'est produite à Maidenbourg. Va'ani lo keshani nirtav nikra. C'est pas comme nirtav, ça veut dire comme vous m'avez traité dans votre lettre avec tout un tas de superlatifs et de toharim. Je ne suis pas ce que vous dites. Vegam lo igani, lo igati, veni kedai le rot laem. Donc des phrases, des formules de modestie, je ne mettrai pas. Et pourtant, il rentre. Kedai hu le itonen al siluk atzadik, Rabbi Yaakov. Donc il y a un chacham dans l'endroit qui s'appelait Rabbi Yaakov et qui est décédé. Vesiluko be'avonador ke'echad mishar atzadikim amitztalkim ou mitkaperim. Très bien. V'achare shenimsa tova bechayav ou bemoto. Le problème qui se pose, c'est avec la succession de ce chacham. Il est mort, mais il y a son fils qui est un chacham, et comment on va nommer le chacham qui va suivre cette communauté? Après, il y a Zera Tartaf, chez la Mad Torah,
Raoul Gamou, les Ratsot Ben Israël, les Aviyam Shebashaim, donc c'est un Chacham qui a la compétence. Afalpi chez nous, il y a les Ma'alot, chez Aviv ou les Chokhmato. Il n'est pas du niveau de son père, mais malgré tout, il Tovu, chez Ayou, Mitratzim, Abotehem, la Sot Chesed im Beno, Kacher Asuim Aviv. Vous auriez dû normalement accepter ce fils pour succéder à son père de la même manière que vous avez aidé, soutenu le père. Mais après, Shen Laem Gadol Bachokma, mais Zouman, de toute façon vous n'avez personne d'autre à part lui. Veraou il a Amod El Bekomo. Il mériterait de tenir la place de son père. Ah, Kemo Sheu Mezouman les Ratzot Ben Israël Laviem chez Bashamaim. Ker Shuratadin ou Mishpat chez Ratzé Ben Atzibur. Il y a un problème, c'est qu'il ne doit pas simplement faire le shalom entre le Ben Adam la Makom, mais il doit aussi chez Ratzé Ben Adam la Chavero, c'est-à-dire faire un peu le shalom entre les gens. Et donc, c'est pas simplement il doit faire le shalom entre les gens, mais là on rentre dans un problème très épineux, c'est pas encore notre sujet, mais c'est le problème des rapports entre le rabbinat, j'allais dire, et la politique, ou le fait d'aller faire une campagne pour se faire accepter par le Kahal. Donc ce jeune qui a le niveau de son père qu'on aurait dû accepter tout à fait naturellement, n'est pas accepté par toute la Kehila, et par conséquent, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Sarich ou Bachour, Ben Ara, les Akish, al Dalte, Kol Echad, ou les Faiso, ou les Ratsoto, ou les Ashvot et Tatsmo, les Oevlo, ou les Mesharet, Veliot Neot Be'avodato, Veyoter la Katal Milagadol. Donc il doit aller faire des campagnes chez chacun. Et en plus, le mot très intéressant, veut dire la katane minagadol. C'est-à-dire que plus quelqu'un est un amaret, plus on a besoin encore plus de le convaincre, parce que le gadol apparemment devrait être convaincu par l'argumentation, par la Torah, etc. Mais les imbéciles, on a besoin de leur faire tout le reste, les rêves, les mishrat, etc. Vela rachok minakaro, et c'est d'être encore plus dur de convaincre celui qui est rachok de celui qui est vechen rabotenu sherimo. Les figues de Latan, Te'an Vatmutam. Et il a avec lui d'autres chachamim qui le soutiennent, mais d'autant plus ils sont chachamim, d'autant ils sont maîtrisés par le Kaal. Gamhem, Yachniu et Atzmam, Levakesh, Me'achenu, Memanim. Donc il y en a d'autres qui viennent convaincre le reste de la Kehila de soutenir ce chacham. Levakesh, Me'achenu, Memanim, Sheyechufu Da'atam, Vitratsu, Ba'aguda. Pour tout le monde se rassemble et accepte ce chacham. Gamhem, Ravim, Imakrovim, les Venara. Donc il y en a d'autres qui essayent de créer une scission vis-à-vis de ceux qui sont proches du fils du Rav. Il y a une d'autres qui essayent de faire concurrence. Lo nachon lahem legaber amachloket, ce n'est pas bien de continuer cette marloket. Vekvar shalachli Rabbeinu Simcha. Alors on arrive sur le point qui nous intéresse. Ki hayishuv ve'achazanut afilu yachid yachol limchot. Alors c'est une phrase qui apparemment n'avoir aucun sens. Je laisse le yishuv un instant pour dans le cas de ce qui nous précède. Achazanut afilu yachid yachol limchot, c'est-à-dire le fait de nommer des postes. Chazanut c'est le sens général, pas simplement le chazan, mais tous ceux qui dirigent le kahal. Afilu yachid yachol limchot, même un particulier tout seul peut dire je m'oppose à telle personne. Il faut le convaincre et donc ça oblige tout le monde, d'après cette position-là, à aller faire campagne chez chacun en particulier, puisque tout le monde peut arrêter. Je reviens dans un instant à ce que veut dire le yishuv, c'est notre sujet. Veshare les marais, ketzad itkaim bamina garaze. Donc le Chacham dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? De présenter une psika qui dit que pour justifier n'importe quelle nomination, au lieu d'aller d'après la majorité, on est obligé de convaincre chacun. C'est une histoire qui est vouée à faire que des disputes, puisqu'il y aura toujours quelqu'un qui va s'y opposer. Donc, charrer les marais, que Dieu leur pardonne, Ketsad Mitkayem, d'avoir mis en place Minag Ara Azé. Qui est Nicholek, et chez Shrabim et Memanim, dit je suis d'accord quand il y a une majorité de gens qui sont contre, Afilou Em Mu'atim, Shlosha ou Arba Ben Adam, on parle de petits villages, mais 3-4 c'est déjà un groupe, il faudrait les convaincre. Mais pas Ach Yachid Kol Dehu Echad Yachol Limchot. Mais est-ce que un seul, il faut décider à partir de quand il y a une certaine on fait acte de leur opposition. Verabenu Yitzhak Bar Asher, Alevi, a dit Chachamim de l'époque, Nimsa Teshuvato Bespir, Vekatav, qui rov à Tzibour, Imetiru le Echad Aishuv, Rubo Kekulo. Bon, alors je passe, on passe là plus ou moins au problème du Yishuv, j'explique le deuxième. Ça, c'est le premier sujet qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est le fait de nommer quelqu'un, en l'occurrence le fils du Rav. Il est méritant, mais il a besoin aussi d'avoir l'acceptation du
Tibour. Pour avoir l'acceptation du Tibour, il est obligé de faire du porte-à-porte pour convaincre tout le monde, pour ne pas être dépendant, il est dépendant en fait de leur acceptation. Ça déjà, c'est un problème, qui ne va pas. Mais il y a un deuxième problème, et c'est pas lié à ce sujet-là, mais le Rav en passage nous évoque quelque chose qui s'appelle Ayishuv. Yishuv, c'est le fait de pouvoir habiter. Et là, il va le reprendre encore un peu plus loin en parlant de Herem Ayishuv. Alors là, c'est un sujet totalement, c'est le sujet original. Dans un village, dans les pays d'Europe, on a ça chez les Balais à Tosafot, là on a l'expression en Allemagne, en Autriche, il y a une takana dont on sait l'origine, certains la justifient comme étant une takana de Rabbeinu Gershom Ragola, mais ce qu'il faut savoir, Rabbeinu Gershom Ragola, c'est le grand chacham d'origine de tous les chachamei Ashkenaz, à laquelle tout le monde plus ou moins se rattache, mais quand on évoque Rabbeinu Gershom Meor Hagolah, il faut savoir, il ne s'agit pas nécessairement de Rabbeinu Gershom Meor Hagolah. C'est-à-dire qu'on voudrait dire que quelque chose est quelque chose d'ancestral, qui a toujours existé, qu'il ne faut pas remettre en question, on dit que c'est quelque chose qui remonte à Rabbeinu Gershom Meor Hagolah. Comme pour certaines halakhot, on dit halacha les Moshe Misinaï, alors c'est démontré dans le Talmud que ce n'est pas une halacha de Moshe Misinaï, c'est des halakhot qui ont été développés ou des chachamim, etc. Pourtant on l'appelle halacha Moshe, pour dire c'est quelque chose qui remonte à Moshe. N'en parlons plus, c'est établi et il n'y a pas de quoi discuter là-dessus. Donc certains l'attribuent à Rabbeinu Gershom Meor Hagolah, apparemment c'est pas Rabbeinu Gershom Meor Hagolah, c'est un peu plus tard, parce qu'on la voit apparaître que vers le XIIIe siècle, si Rabbeinu Gershom, 9e siècle, ça fait un peu beaucoup d'années qui sont passées sans qu'on ait aucune évocation de cette takana. Que dit la takana? Il y a des petites villes, des petits villages, et dans ces petits villages, les gens se sont déjà organisés, à la fois au niveau économique pour avoir leur subsistance, mais à la fois aussi pour avoir l'autorisation du roi ou du souverain d'habiter, les impôts, toutes la règle. Les gens qui habitent ont le droit d'interdire à n'importe quel autre, on parle de juifs, de venir habiter chez eux. Cherem Ayishuv. C'est quelque chose d'absolument sidérant, mais ça existe. Badat Kabbalah, c'est les derniers rêves de ce truc-là, aussi problématique que ça. Mais non, c'est une takana qui est sous forme de cherem et qui dit, premièrement, il est interdit. Alors, juste si vous voulez que je dise l'origine, il existe dans le Talmud, dans Masechet Bava Batra, un sujet de halakha qui traite de ce problème, mais qui n'est pas lié à interdire aux gens d'habiter, mais c'est l'activité professionnelle. Ce qu'on appelle Yored Neumanuto Shel Chavero. On est dans un petit village, on a tous les métiers qui sont répartis, quelqu'un qui n'habite pas de l'endroit vient faire un métier qui est concurrence. C'est une concurrence, il ne veut pas Yored Neumanuto Shel Chavero. Il ne veut pas, c'est à la fois au niveau des métiers, au niveau de la location, de l'argent, il y a plusieurs domaines qui sont reconnus entre parenthèses, qui s'arrêtent immédiatement lorsque la personne vient habiter. Si elle vient habiter, elle a le droit de faire concurrence, qui est aussi pas évident au niveau, mais la halakha dans le Talmud est que c'est permis. L'origine de cette takanat Ayishuv, de ce cherem Ayishuv, c'est qu'on fait un cherem où il est interdit à quelqu'un de venir habiter. Alors pourquoi? C'est pas justifié, c'est pas donné dans le texte. Vous allez voir ici, il y a une explication dans cette takana, on va arriver tout de suite. Dans d'autres passages, on a d'autres évocations. Ça peut être pour ne pas, au niveau économique, faire concurrence. Oui, mais à ce moment-là, il veut habiter, il veut même pas pratiquer. D'abord, le Talmud, il a le droit d'habiter s'il ne pratique pas le métier. Deuxièmement, d'après le Talmud, s'il vient habiter et qu'il pratique, il n'y a pas de problème puisqu'il fait partie de nous. Troisièmement, le fait d'interdire à quelqu'un de venir habiter, ça nous paraît complètement sidérant, mais ils disent non, nous on a développé l'endroit, il n'y a pas de raison que ce soit d'autres qui profitent. C'est quelque chose de différent. Quatrième explication qui est donnée, c'est le roi. Alors, on a, obtenu le droit d'asile. Toute personne qui s'ajoute à nous risque de mettre en danger l'ensemble on avait 20 habitants, qui sait si un de plus va faire changer d'avis le roi. Et si ça ne fait pas changer d'avis, cinquième argument, ça va quand même peut-être faire monter les impôts, qui ne sont pas proportionnels au nombre d'habitants. Il veut dire maintenant vous êtes passé à un village assez important, assez riche, donc maintenant vous allez avoir plus d'impôts. Pour toutes ces raisons-là, il y a ce principe qui a été mis en place, qui s'appelle Chezkat Ayishuv. On a la chazaka d'habiter ici, on a un cherem qui veut dire à la fois interdit à lui de venir habiter et interdit à nous
qui sommes déjà là de faire commerce avec quelqu'un de pareil. Parce que si quelqu'un fait commerce avec lui, lui aussi, au moins, alors qu'on va l'empêcher d'habiter, puisqu'il est déjà là, mais au moins, on le met en kherem. Donc, qui choisit ce qui veut faire le kherem étant le moyen de pression pour faire ça. Ça sent quelque chose de totalement aberrant. Vous allez voir dans un instant Rabbeinu Tam qui dit que c'est quelque chose d'impensable, de truc. Pourtant, ça existe. Et c'est cette halakha-là qui s'appelle Cheskat Haïshuv et Kherem Haïshuv et qui a, dans l'encyclopédie talmudique, un article entier sur les différentes conditions, etc. Là, je dis juste le principe général. Après, ça a été développé. Alors là, je reviens sur notre Teshuvah. Voilà qu'est-ce qu'on nous dit sur ce Kherem Haïshuv. Donc, je suis en ligne 13. Shalach li Rabbeinu Simcha, qui a Yishuv ve'achazanut, afilu yachid yachol limchot. Vous imaginez un peu le truc. C'est que même un habitant de la ville, si toute la ville dit on veut bien accepter un nouveau venu, mais il y en a un qui refuse, il peut pas yachol limchot. Et c'est sur ça qu'il dit non seulement pour les nommer quelqu'un dans un poste, mais aussi pour Yishuv, c'est quelque chose qui charrait les marées. Je passe à la ligne 15, Rabbeinu Yitzhak Beracher Alevi, Nimtzat Shuvato Bespir Vekatav, qui rov Tzibur, Imetiru Lechad Haïshuv, Rubo Kechulo. Il nous donne quand même une position, c'est qu'on peut faire, recevoir quelqu'un à condition que la rov du Kahal accepte ces choses-là. Ce qui en soi n'est pas du tout non plus évident. J'ai besoin du rov du Kahal, je viens, je m'installe, il n'y a pas de raison. Surtout que si peut-être je suis accepté par le roi, la propriété sur les terres, sur les personnes surtout, c'est pas à ce qui habite là, c'est au roi. J'ai reçu l'autorisation, je peux arriver. En tout cas, non, il y a quand même ce kherem au moins kerouvo. Vevirayot, meorayot, à propos de la majorité, le problème de la majorité. Verabotenu, katvu betosafot vavatra. Qui imaya Rabbeinu Tam, donc ce principe-là est évoqué dans un des Tosafot de Baba Batra. Je vous ai dit que dans Baba Batra, on parle du fait qu'il vient avoir une activité professionnelle, il y aurait l'Umato Shel Rabbo, et au passage, les Tosafot rappellent cette idée-là, et disent qui imaya Rabbeinu Tam, lo ayamodé bechazam haïshuv. Si Rabbeinu Tam avait été, en vie quand ce chazam haïshuv s'était développé, il aurait empêché que ça se produise. Qui im kadmonenu lo inigu chazam haïshuv, et la bishvil alamim ou mostrim. Là, il me donne une autre argument. Vous savez pourquoi ça a été fait? Ça n'a rien à voir, c'est pas le côté égoïste d'empêcher comme ça, c'est qu'on ne sait pas qui vient s'installer. Et parfois, les pouvoirs, l'église envoient des gens s'installer qui semblent, et c'est des mostrim, des malchinim, etc. Donc on est dans une situation de danger, et c'est ça la raison pour laquelle le secret méchou. Le fait juridique existe, on ne sait pas comment l'expliquer. C'est ça le rêve. Il est là et il dit non, l'origine c'était que pour les alamim, ceux qui sont violents, ou mostrim, ceux qui vont dénoncer, délateurs, chez Enam Rotim, l'hypnote, c'est takana takaal, qui n'accepterait pas le violent, c'est-à-dire il y a deux éléments. Il y a un, c'est quelqu'un qui va dénoncer au pouvoir. Deux, c'est quelqu'un qui est violent, qui va venir habiter ici, mais qui est pas du tout, qui n'accepte pas l'ordre social de l'endroit, qui ne va pas se soumettre au takano de notre cas. Il dit moi ça ne me concerne pas, et donc on ne veut pas accepter. C'est pour ce genre de gens que ça a été prévu. Veshenam rotim l'ifroi même mas. Par exemple, il va dire moi je suis venu, le mas que le roi demande, c'était un impôt qui me précédait, il n'y a pas de raison que moi je sois tenu à payer ce mas. Aval à la khérim, en kherem. Mais si ce n'est pas des gens violents ou des délateurs, il n'y a pas de raison de mettre en place ce kherem. Vieshli teshuva chez l'arabe Rabbi Eliezer Meorléans, chez Katav, chez Shama, Ken Aïdouz Nepi Rabbeinu Tam. Donc cette histoire de Rabbeinu Tam, c'est pas simplement qu'elle est étudiée dans les balais à Tosafot. J'ai entendu quelqu'un qui a entendu lui-même Rabbeinu Tam le dire. Chez Shama, Mipi Rabbeinu Tam, chez Yatsa, Mi Bet HaKnesset Shel 3. Un jour, Rabbeinu Tam sortait du Bet HaKnesset de 3, on a dû parler de ce sujet-là, et Rabbeinu Tam a dit, moi, si je pouvais, j'éliminerais complètement cette chose-là, c'est quelque chose de scandaleux de mettre en place Kherem Haïshuv. Veyesh Simahon Beminagim, chez Shanashim Chataim. Alors il nous dit maintenant les dérives de cette institution. Chez Shanashim Chataim, chez Mochim Yishuv Le'adam, chez Shmot Sochet Tzibur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui empêche quelqu'un d'autre de s'installer quand tout le Kahal a besoin de lui. Pour un certain métier, pour une certaine activité qui n'est pas là, mais il a peur peut-être que ça lui fasse concurrence ou pour toute autre raison, et c'est Anashim Chataim qui empêche d'habiter là. Ve'eno Yored Lechayem, alors qu'en fait c'est une activité qui ne fait concurrence à personne, mais pour des raisons égoïstes, quelqu'un empêche. Ou Mishéozézé, Yesh Beadomidat Sedom. On est retombé dans Sedom où on empêche les gens de venir s'installer parmi nous. Velo yizke liod le mechitsat atzadikim, et celui qui fait ça n'est plus avec les tzadikim. Ha'akum, les goyim, les ovdavolazara, nikraim, mitkomeme Hashem, akamim al Israël.
Donc on leur en veut pour, comment dire, leur hostilité au Ham Israël, et en s'attachant à Ham Israël, ils s'attaquent à Kadosh Baruch Hu. Vezé, chez sonné les Ovdei Hashem, kol sheken, chez Akadosh Baruch Hu, Hashem yekarkea et bitzato, ugvar amor rabotenu beirushalmi, ameakev et arabi milatot mitzvah, sarir nidouille. Celui qui mérite le nidouille, c'est pas celui qui vient s'installer, ou celui qui fait commerce avec quelqu'un de pareil, c'est celui qui empêche les gens de vouloir s'installer. Malgré cette échouva, qui est une classique de ce sujet, le Kherem Haïchouv, on continue à en entendre parler très 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 longuement, avec certaines conditions, etc. Encore une fois, dans certains cas qui se comprend, comme les histoires de délateurs ou de personnes qui risqueraient de porter préjudice à l'ensemble du Kahal, et parfois, comme Rabbeinu Tam, de façon totalement injustifiée. Mais il a une longue histoire, puisque je dis, c'est pas juste on raconte ce qui se passe au Moyen-Âge, jusque le Shulchan Aruch et dans l'époque des Achronim, on a encore, tant que l'autorité sur un village n'était pas quelque chose d'ouvert et de libre. Le roi donne cette autorité, tant que la personne n'a pas acheté chez le roi, mais c'est le Kahal qui peut décider qui s'installe, qui ne s'installe pas. Et par conséquent, il y avait malgré tout ce pouvoir, alors utiliser le Kherem ou d'autres moyens pour le mettre en pratique, qui empêche les gens de s'installer. Voilà l'idée du Kherem Haïchouv. Nous, on habite ici, on a la Chazikat Haïchouv. Et eux ne peuvent pas empiéter, prendre sur notre Chazaka, sur notre force d'habitude sur cet endroit du Haïchouv. Maintenant, voilà la notion qui s'est développée en Europe. Le côté très étonnant de cette halakha, c'est qu'on entend parler de cette Chazikat Haïchouv aussi dans tous les pays séfarades, à Salonique, en Égypte, en Afrique du Nord, on va voir des choses. Or, dans tous les pays séfarades, elle veut dire quasiment l'inverse de ce principe-là. Il ne s'agit pas du rapport avec des gens nouveaux qui viennent habiter dans l'endroit, mais le sens de la Chazaka du Yishuv, c'est essayer d'empêcher des gens qui sont devenus pauvres de perdre complètement leur possession, l'inflation qui risquerait d'empêcher la possibilité de continuer à habiter quelque part doit être combattue, et entre autres par le fait de parler de Chezkat Haïchouv. Alors c'est quoi cette Chezkat Haïchouv? En quoi elle consiste? Rien à voir, on oublie complètement cette première notion. La Chezkat Haïchouv dont on parle, alors donc à Salonique, il y a une longue, de longues takanotes là-dessus, là je vous en ai amené certaines qui sont très claires au Maroc, en Égypte les takanotes c'est quelque chose d'autre. C'est d'essayer d'empêcher tout simplement le cours de l'inflation sur le logement. De quelle façon? Alors, je l'avais dit la dernière fois, sur le marché, il y avait des pakachim. Le Beddin, Mémané, nomme des contrôleurs pour dire voilà quel doit être le prix. Là, il ne s'agit pas de contrôler le prix de façon directe sur le logement, ça aurait été une possibilité, mais ce n'est pas du tout le cas. La méthode pour faire ça, c'est de dire l'un des choses qui influencent le plus l'inflation sur le logement, c'est que les gens se mettent à revendre parce qu'il arrive dans une situation démuni, il ne peut plus garder son appartement, et certains sont là uniquement pour investir dans la pierre, en rachetant à bas prix chez des gens qui n'ont pas, et en revendant ça à prix plus fort chez d'autres personnes. Et notamment c'est l'investissement pur, et notamment qui va investir, alors on ne parle même pas de la Kéhila, je dirais que dans la Kéhila c'est plus facile encore à gérer le problème se trouve lorsqu'il y a des goyim au milieu. Et il y a le Ménard, ou le quartier juif, et dans le quartier juif, il y a un juif qui a besoin d'argent, ou qui a une dette, ou qui a des problèmes commerciaux avec un goy, et le goy lui dit c'est très bien, au lieu de payer, tu ne peux pas payer, je prends l'appartement. Et maintenant le goy n'a pas l'envie d'aller habiter au milieu des juifs. Par contre, ce qu'il va pouvoir faire, c'est le revendre à un autre juif à un prix plus élevé que le bas prix qu'il a trouvé, mais plus bas que le prix réel de la chose, qui fait l'intérêt de la transaction. Oui. Le seul point commun entre ces deux concepts, c'est quand même une intervention de la collectivité. Absolument. C'est le seul point commun. Sémantique, d'abord, il serait vraiment sémantique et c'est intervention. Mais l'intervention est presque opposée l'une de l'autre. Oui. Puisque dans l'une, c'est d'essayer d'empêcher quelqu'un de s'installer, et dans l'autre, c'est d'empêcher quelqu'un, justement, le principe de l'intervention,
On est d'accord qu'il irait plus que ça. C'est pas négligeable, et je rajoute là encore un point encore un point important. C'est pas simplement l'institution, mais c'est au niveau juridique la façon dont ça procède. Le moyen qui est mis en œuvre, c'est pas de dire il y a un passage dans la Torah, il y a une halakha, c'est de dire on fait une takana. C'est-à-dire on crée de toute pièce une notion. Ça c'est le principe. Et à la fois en Europe, dans les autres pays, on utilise le même moyen, c'est une takana, tout ça c'est dans le registre des takanotes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de quoi chercher sur quoi c'est basé, c'est mis des rabanan, c'est mis des oraïtas, s'ils ont bien compris, ils n'ont pas bien compris. Ça n'a rien à voir. On s'entend, on fait une takana, celui qui n'est pas d'accord, kherem. Et puis l'histoire est... Non, la méthode est très très, radicale. Vous allez voir, ça a son avantage et son inconvénient dans ce genre de choses-là. Et là, l'avantage, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, non seulement il y a l'intervention, bien sûr, mais en plus de ça, les Chachamim sont préoccupés par ces problèmes-là. Je veux dire, le fait même d'évoquer la question de comment les Chachamim devraient intervenir pour pouvoir faire baisser, par exemple, le prix du logement, aujourd'hui, ça nous paraît complètement surréaliste, parce que c'est pas le rôle des rabbins de nous parler de ce genre de choses-là. Ça devrait, mais les gens ne le perçoivent pas comme ça. Donc, rien que le fait d'envisager que c'est ça, ce que les Chachamim ont... Et plus que ça, j'en ajoute encore un point, si vous comparez tout l'ensemble du sujet, alors là je ne parle pas que de ce sujet-là, mais l'ensemble des takanotes émises par les Chachamim pour régler ce genre de problème, pas simplement dans le logement mais dans tout, ça dépasse presque les développements des Chachamim sur les études pures de la halakha, du Talmud et des Mekorot classiques. C'est quelque chose qui est à tel point, je vous disais tout à l'heure en commençant, qu'il y a des farim entiers de Shelot ou de Shuvot qui sont basés que sur le détail, comment décortiquer le Shulchan Aruch ou le Talmud, le langage de ces takanot, et comment ça a été dit. Rajouter un point au passage, c'est que certaines takanot, là j'ai mis directement la traduction, sont en hébreu, mais l'original était en espagnol, en judo-espagnol. C'est les Chachamim qui sont arrivés au Maroc là, pour celle-là d'Espagne, qui parlaient ladino, et donc sont écrits en ladino avec une traduction, ça, juste pour montrer jusqu'où va le raffinement dans l'étude. Il y a une traduction officielle en hébreu de la takana. Et du coup, qu'est-ce qui fait office de loi? Le texte de départ, écrit et mis en espagnol, ou le texte traduit. Et ce n'est pas des questions minimes, juste pour vous dire, il y a une chouva du Roche. Le Roche, c'est un chacham qui arrive, on passe avant l'expulsion d'Espagne, hein, mais qui arrive d'Allemagne en Espagne, à Tolède, et qui prend plus ou moins connaissance de toutes les takanotes de Tolède, et entre autres des takanotes écrites en espagnol, mais lui ne connaît pas l'espagnol. Donc, il a affaire à un interprète qui lui explique ce que ça veut dire, etc. Et il a un débat, une chouva entière qui n'est pas basée sur le problème de takana en tête, mais sur le problème de la langue, de la traduction, qui a véritablement office de loi. Est-ce que le traduire, c'est véritablement traduire, c'est trahir? Qui a raison sur tous ces problèmes-là? La traduction juridique est développée dans le Roche à travers le fait d'étudier des takanotes dans leur langage de départ. Qu'est-ce qui fait office? Non, mais maintenant, le minag a été pris de comprendre la traduction en hébreu, c'est l'hébreu qui fait office. Oui, mais on comprend un peu mieux l'espagnol, c'est une autre nuance qu'il y avait dans le texte de départ. Comment on va trancher dans ces problèmes-là? Voilà. C'est ce genre de problème. Alors maintenant, sur notre sujet en particulier, donc qu'est-ce qu'on fait les Chachamim? Je reprends le développement de cette takana. Donc quelqu'un a besoin dans la communauté, on peut encore expliquer aux gens de ne pas acheter à quelqu'un dans sa, détresse, mais le goy a pris la maison ou le terrain, et maintenant, il trouve quelqu'un qui veut bien, entre les deux prix, celui qui est le prix de faillite et le prix réel sur le marché, de payer à moitié prix. C'est un problème très intéressant d'ailleurs entre parenthèses, parce que ces choses-là ont des retombées sur, par exemple, le fait d'acheter quand on revend au Salaporal, revendre ce qui a été prélevé pour des gens qui n'ont pas payé leurs dettes, etc. Et on sait très bien qu'en fait, on rachète quelque chose qui est où les banques prélèvent pour les hypothèques des choses à un prix dérisoire. Maintenant, pour nous, c'est pas que ce problème de la personne en question, c'est que de manière générale, ça ne fait que faire monter les prix. Pourquoi ça fait que faire monter les prix? Parce que le prix de la personne au moment où c'est il est en faisant faillite, eh ben le goy le rachète et du coup il y a une spéculation sur le prix des maisons, une spéculation sur ceux qui veulent acheter. Et finalement, non seulement il ne revend pas des fois au prix qui est moindre que celui du marché, mais des fois il a tellement maintenant de biens qu'il peut se permettre de revendre ça plus que le marché. Et surtout que n'oubliez pas, le ghetto est tout petit, le Mélah, et donc celui qui a des terrains là-dessus, les gens veulent habiter, veulent pas comme ça, donc ils sont prêts après le prix monte. Alors qu'est-ce qu'on fait les Chachamim?
Cheskat Haïchouv. Cheskat Haïchouv, le principe général de la chose, je vais vous donner après. Encore une fois, c'est presque comme le tonnerre en Ashkenaz, on n'en entend parler que dans les dérivés du sujet. C'est-à-dire qu'on entend maintenant les arrangements qu'on a rajoutés sur la Cheskat Haïchouv. La Cheskat Haïchouv est très simple, c'est que quelqu'un, s'il a vendu son appartement ou son terrain à un goy, et que le goy revend à un autre juif, il reste propriétaire de son terrain. Il y a possibilité il a une chazaka sur son terrain, et par conséquent, celui qui le rachète payera le prix qu'il a acheté au goy, mais lui payera à propriétaire la différence entre le prix de départ. Et alors après, bon, ça c'est l'idée générale. La location, le goy ne veut pas vendre, il veut se mettre à louer, très bien, mais pendant tout le temps, tu payeras le prix que le goy te demande, et alors après ça demande, il y a des coefficients, c'est soit la différence, mais des fois la différence est moindre que le deuxième arrangement, le quart du prix est un prix qui doit être donné à la chazaka. Et du coup, cette chazaka devient un truc commercial, parce qu'on peut maintenant la vendre, la chazaka. J'ai une chazaka sur mon appartement, je te vends la chazaka, puisque je continue à avoir office de cette chazaka, même si tu l'as vendue à un goy. Bon, on a tout le système qui se met en mode chazaka. Quoi? J'ai une chazaka qui m'appartient. Maintenant, cette chazaka-là, tu vas acheter la cheskat à Cheskat Haïchouv. Cheskat Haïchouv, j'ai, propriété sur Cheskat Haïchouv. Ça, c'est le sujet qui s'appelle dans les takanot Cheskat Haïchouv. Cheskat Haïchouv, j'ai une chazaka sur Haïchouv. Dans quel cas elle continue, dans quel cas elle s'arrête, jusqu'à, tous les différents. Il y a aussi des moments où je veux vendre normalement, j'ai pas envie de récupérer. Est-ce qu'il faut annoncer au moment où le goy, j'ai vendu l'appartement au goy, est-ce qu'il faut dire, mais vous savez, c'est rien que parce qu'on me l'a prise, mais moi, j'ai pas vendu ma chazaka. Mais le goy le sait, et alors après, retombée du problème, c'est que le goy fait une chivra au tribunal à dire qu'il annule à ce moment-là toutes ses chazakot. Mais avant d'avoir annulé toutes les chazakot, moi j'ai fait une annonce que tout ce que je vais annuler n'a aucun effet, c'est vrai qu'il faut le faire. Voilà tout le système qui se met en place. Oui. C'est un peu cette chose-là. Ouais. Voilà. C'est vrai, la seule différence, ça existe, la seule différence c'est que vis-à-vis du goy, j'ai vendu la propriété, j'ai pas vendu savoir la jouissance. Je l'ai pas donné, j'ai pas le loué au goy, il l'a pris et le terrain, pour lui, il lui appartient. Et nous, dans la Keïla, on met en place un système qui dit ça n'a pas été vendu. Pour nous, il y a un deuxième système parallèle, et dans ce deuxième système-là, il continue à payer, c'est ça le système. Et de cette manière-là, les Chachamim empêchent totalement toute inflation sur le problème. Parce que ça ne sert à rien. C'est éliminer tout l'intérêt de la spéculation. Voilà le principe. Alors maintenant, on va voir différentes takanot qui ne sont que des variations sur ce même sujet. Comment c'est appliqué? Ça n'a pas fait arrêter de s'appliquer. Je vous ai dit, disons, au niveau géographique, à Salonique, en Égypte, au Maroc, là vous allez voir, je vous ai donné quelques takanot, c'est... Non, attendez, c'est pas exact, je vais dire pourquoi, c'est pas exact. Il y a quelques mois, il y avait une vente aux enchères, où ils vendent des documents, et il y avait dans un des documents qu'ils vendaient, c'était un acte de Cheskat Haïchouv entre la communauté séfarade et la communauté ashkénaze à Yerushalayim au 19e siècle, qui était signé, et les accords de Cheskat Haïchouv étaient différents entre les séfarades et les ashkénazes. Ça c'est quelque chose de très intéressant, alors ils disaient, même... on rentre dans un autre problème, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'appliquait à Yerushalayim, avec différents accords. Là, c'est un problème de législation qui s'entrechoque, parce que pour les Ashkenazim, il y avait un certain ordre, pour les Séfaradim, il y avait autre chose, et après, si quelqu'un achète d'un, achète de l'autre, etc., on va d'après quel Cheskat Haïchouv. En tout cas, il y avait un acte qui a été vendu sur ce sujet-là. Donc, on a ce phénomène-là qui existait en Israël encore, à l'époque où il y avait encore des Chachamim qui gérer ce genre de problème. Aujourd'hui, on n'en parle même plus. Rien que le fait d'en parler, ça semble original. Mais en tout cas, pour revenir sur le problème des Chamemako, je l'ai pris là, sur les takanot, le recueil le plus important des takanot du Maroc. C'est les takanot qui commencent avec les Megourachim, les expulsés d'Espagne, en 1492, qui arrivent à peu près, quelques années après, à Fès, 94, 15, 16, on commence à avoir les premières takanot qui sont émises, et après, sur plus de 200, 300 ans, là, on a des takanot. Au 19e siècle, elles ont été mises à l'écrit dans un livre qui s'appelle Kerem Hemer, et dans ce livre-là, on a les takanot, depuis elles ont été rééditées plein de fois. Elles sont très intéressantes, et encore une fois, c'est exactement, une mise en page de la situation économique, sociale de toutes ces communautés-là, tout au long des siècles. Vous allez voir que c'est pas simplement le monde dans les endroits, mais c'est les mêmes takanot qui évoluent.
Il y a, les anciens avaient fait tel takana, nous on va rajouter, on va changer, etc. Voilà, on va en lire quelques-unes pour voir un peu le principe. Le langage est le langage des takanot, c'est pas quelque chose de très, on n'est pas très habitué à ce langage, mais pourtant on va essayer de voir l'essentiel en tout cas de ce qui est dit là-dessus. Je vous dis que c'est en plus des traductions. Alors, celle-là, la première takana qui date de 1603, Birot ha-chachamim hashlemim nache nefesh. Donc on parle de ce qu'on fait nache nefesh des chachamim qui sont aujourd'hui décédés. Chez Arbe anashim asher mata yadam, des gens qui font faillite, qui sont dans le besoin. Utzrechu limkor karkerotehem lagoyim. Kede shetishaer cheskat karka beyadam. Ils veulent malgré tout garder une certaine propriété. Veyesh lahem tochelet. Ils ont l'espoir. Chez Oula Yechanen Hashem, Yachzor Gamakarka, les Aralas, que peut-être ils vont avoir de l'argent pour récupérer ce karka. Velachen iskimu, Gama Chachamim Ashlemim, Zal Vetiknu Takana Aguna Ve'eshara, les To'elet Akeilot, Ishmeram Sura Vechayem. Donc, vu ces données-là, ce problème, les Chamim ont fait une takana. Chez Amocher Akarka, chez Lo Legoy, Veyoldelo Akad Mea Sechirut, il vend son terrain à un goy, et il a, de la part du goy, un contrat de la location qui va être faite. Akad, c'est le contrat. Ou Oshlucho, Techef le Mechirato Akarka, chez Tishaer Cheskat Akarka Niskar Be'adam Ocher. Le goy a acheté et va faire maintenant louer ce contrat. Le juif qui a vendu, celui qui vient en montrant, voilà le goy a fait ce contrat-là, chez nous au Beddin, pour que nous, le Bédine, on lui dise, eh bien, sur ces données-là, ce terrain continue à t'appartenir, et ce contrat qui va être fait avec d'autres juifs qui vont prendre, doit être payé en partie à toi. Donc, chez Tisher, Eskat, Akarka, Niskar, Beadamocher, Aniskar, ou les filles à Takana Niskeret, Itova, Lechol, Akeilot. Donc, ça, c'était l'ancienne Takana. Ce qu'avaient été Metaknim, les anciens. Velachen, Gamanachnu, Olchim, Bigvotehem, nous-mêmes, donc les Chachamim de cette époque-là, qui suivons ces anciens, Raïnou Gamken, le aussi Betakanazot, tout s'est fait Tova. On va rajouter un gros rajout. Shad Mocher Karkaotav Legoy, Vechazar Agoy ou Machar Karka Niskar Israël. Alors vous remarquez que précédemment il s'agissait d'une location. Le goy le loue et il va récupérer un peu de location. Là on dit non, le goy a revendu ça à Israël. Et il me colzé, l'oniska baiser koach israéli amocher necheskato. Même si ça a été revendu du goy à un autre juif, le premier ne perd pas sa propriété là-dessus. Ve'adayin cheskat Israël betokpa ou begvurata. וגם כן תיקנו, דוזם תקנה, בכלל התקנה נזכרת, שימכור איזה קרקע של ישראל, במאמר ארכיותיהם של גויים, איזה חוב שנושה בו איזה גוי, donc s'il y a au tribunal des goyim, un juif va être démuni de sa propriété parce qu'il avait une dette qu'il n'a pas pu payer, et donc on prend l'appartement, veikdea karka nizkar shuv yehudi o shum goy, si maintenant, donc après l'avoir perdu, un autre juif va acheter, la différence entre le premier cas et le deuxième cas, je vous l'explique, c'est très simple, c'est que le premier cas c'était une vente volontaire, le juif est démuni, il vend son terrain, l'autre c'est le tribunal des goyim qu'il a pris. Alors là le point qui va avoir de longs débats après, quand le tribunal des goyim va lui enlever son terrain, parce qu'il n'a pas payé sa dette, le juif qui a perdu va aller au Bezdin et va faire une modara, va annoncer, vous savez, mon terrain, je ne l'ai pas vendu, c'est pas parce que je voudrais le récupérer, et cette modara va lui permettre de le récupérer. Kede shelo yafsid zchuto. Imeyot sheodea mocher aniska be'arkaot shelo nishar lo shum chazaka ba'karka, parce que quand il fait la transaction au tribunal, on lui dit de jurer qu'il ne lui reste de reconnaître aucune force propriété sur ce terrain. Même s'il a dit, il a reconnu n'avoir aucune propriété, il vient obéir en disant tout ça, c'est juste parce qu'on m'a forcé, mais moi je garde malgré tout ma chazaka là-dessus. Lefi shekar iskamnu, chatamnu po, be'isur achon lechodesh menachem, bimera yavo mishnat ben ish chai, deferet katan, ça fait 1603, to aïra fez. Vekayam, atkan leshonam. Donc voilà le langage de la takana. Vechatumim, kwa morenu rabbi Shmuel ben Danan, vekmod rabbenu Shmuel Sero. Donc ça c'est les premiers Ben Danan, les deux, des descendants de Rabbi Shaouli Ben Danan, le premier des expulsés d'Espagne. Vesamouchle nimsa katou vezel shono. C'est un recueil de takanot. Suite à cette takana, il y a une deuxième takana qui est la suite ou le développement de cette première takana. Quel est le problème? C'est que quelqu'un a fait cette takana en disant j'ai une modara, j'annonce que je voulais pas. Oui, mais tout le monde ne sait pas qu'il faut faire à ce moment-là une annonce. Il ne sait pas qu'il faut aller à ce moment-là, il est complètement démuni, écrasé par ce qui se passe, et il va au Beddin. Donc,
la suite va être d'éliminer ce besoin de modara. Nous, le Beddin, on sait que si cette personne-là avait su la halakha, avait eu son esprit pour essayer de se reprendre après ce qui lui arrive, il serait allé au Beddin. On considère ça comme une modara qui existe de facto, même si elle n'a pas été faite. Et toute personne qui vend dans une situation pareille a le droit d'après de dire je voudrais récupérer le terrain. Mais ça arrange avec le repos. Non, il n'y a pas de problème, tout est fait sur le juif. Tout est fait sur le juif. Il n'y a aucun. Alors, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au niveau du goy, le goy continue à prétendre avoir son terrain. Mais si aucun juif ne peut récupérer, ne veut racheter le terrain, c'est fini. C'est-à-dire, c'est très simple. La pression n'est pas faite sur le goy, on ne peut rien faire. Le goy, il est avec son tribunal. Sur le juif, maintenant, au moment où il va racheter, un juif ne peut pas le racheter. Et s'il veut le racheter, il est obligé de le racheter au prix le plus bas, parce que de toutes les manières, il va devoir payer le prix au juif qui est propriétaire, au propriétaire de départ. Donc ça n'avantage pas. Mais non, le point supplémentaire, ça c'est le point de base. Apparemment, parce que ça en fait, la première c'est 16 ans, la suivante, Samour Lenin Sakatouf, juste pour vous donner l'époque, c'est 1603 la première, la Takana Ainhei qui suit, 1699, juste dans les deux, qui se suivent dans le Takana, il y a 100 ans à peu près, ça continue. Maintenant, le deuxième point important, je vais le dire tout à l'heure, mais si vous posez, je vous le dis tout de suite, il y a un deuxième élément qui est rapporté, et ça vous aurez pu y penser, c'est qu'on a l'antécédent de toute cette halakha-là dans la Torah, pas dans le Talmud, noir sur blanc. C'est le principe des personnes qui vendent, non, pas du Yovel, des arrêts Baté Choma. Le Yovel, pour quelqu'un qui a vendu son champ, a le droit de récupérer son terrain. Mais si jamais il a vendu dans une ville, on lui donne. Alors il y a deux principes. Dans l'année où il a vendu, il a le droit de payer le prix de la vente et de récupérer son terrain. Pour les champs, c'est un peu différent, parce que pour les champs, on le donne 2 ans minimal, il ne peut pas commencer tout de suite. Dans une ville, on dit il a 1 an pour acheter son terrain. S'il a passé l'année, la maison est complètement vendue. Parce qu'on comprend bien que dans une ville, il y a, ça tourne, les appartements il n'y a pas une nahala, quelqu'un garde son propre territoire. Et donc, s'il n'a pas racheté pendant l'année, la vente est définitive, chaluta. Dans les champs, où c'est une question de nahala, familiale, dans ce cas-là, on a 2 ans minimal avant de pouvoir acheter, parce que celui qui a acheté le premier le terrain, il voudrait quand même obtenir une certaine satisfaction, au moins de la première récolte. Donc il ne peut pas récupérer avant 2 ans, et après les 2 ans, jusqu'au Yovel, il a le droit de racheter en fonction du nombre d'années qui reste par rapport à ce qui a été vendu et par rapport au Yovel. Alors ce principe-là a été rajouté là-dessus. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce qu'il dit les Chachamim, alors c'est facile. Comment on résout le problème pour finir l'histoire qui a été vendue ? Le goy leur a vendu à un juif, très bien. Celui qui a acheté, qui a vendu au départ, a la possibilité. Comment se manifeste cette rescate à Yishuv ? C'est que celui qui a acheté est à l'obligation de le revendre au propriétaire de départ quand celui-ci ramène l'argent. Et au prix qui avait été vendu à ce qu'il avait été au début. Alors ça fait que de cette façon-là, on sait très bien que ça ne va pas durer très longtemps. Le propriétaire de départ n'avait pas d'argent. Il a voulu gagner de l'argent parce qu'il était dans la faillite. Donc il a vendu son appartement à bas prix. Le gars, il a acheté, l'a revendu à quelqu'un. Celui qui l'a racheté, un juif. On a que pression que sur des juifs. Ce juif qui l'a racheté, il peut le revendre à un goy, qui va le revendre à un juif, il ne va pas venir habiter au milieu du Mélard. Donc de toute manière, c'est quoi celui c'est destiné pour faire des locations et des ventes à des juifs. Mais à ce moment-là, il doit le revendre au prix de départ. C'est la même histoire que pour le même esprit que le Yovel de ce point de vue-là. Voilà le premier antécédent, je vais le lire mais je le dis de manière très claire, donc on a éliminé ça. Le deuxième est aussi intéressant, c'est une crise qui s'est produite à l'époque romaine en Israël, qui est évoquée dans la Mishnah, dans Maseret Gittin, où on a le problème suivant. Il y a ce qu'on appelle sikrikon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette notion de sikrikon. J'ai traduit, certains disent c'est des sicaires. Vous avez parlé des sicarion, sicarius, c'est celui qui a les poignards. D'accord. C'est une secte qui avait été évoquée par Flavius Joseph. Mais là, c'est pas ce contexte-là. Certains disent que les sikrikon viennent de cette racine. Ce sont des brigands. Des gens qui viennent voler des terrains par la force. Très simple. D'accord ? Et ça en pagaille, il y a l'Empire romain, c'est l'anarchie, c'est les mouvements de révolte, enfin, c'est des périodes propices à ce genre de choses-là. On n'a pas, sur le sikrikon en question, celui qui vient faire ce genre d'action,
en tant que Beddin, on peut rien faire. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait sur... comment on empêche le sikrikon ou en tout cas que ça continue? C'est que toute personne qui rachète de ce sikrikon a le devoir de restituer le terrain à celui qui en avait été dépossédé. Et a même un taux particulier où il doit le donner, parce qu'ils estimaient, certainement, après il y a des débats pour savoir si c'est vrai, que ça, à peu près un quart de moins que le prix réel, et quand il le revend après l'avoir pris par la force, il va le revendre un quart de moins que le prix qu'il vaut réellement. Donc celui qui l'a acheté va devoir rembourser, alors il a payé le prix, les 3/4 au sikrikon et 1/4 au propriétaire du départ, ce qui n'a fait aucun intérêt, puisqu'il aurait pu avoir ce terrain-là sans acheter du sikrikon. Si personne n'achète de sikrikon, du coup, le crime ne profite plus. Et de cette manière, les rames ont arrêté. C'est une lacha dans le Shulchan Aruch, cette histoire des sikrikon. C'est aussi un deuxième précédent à l'histoire de cette takana de Cheskat Haïchou. Celui qui avait le Haïchou a une chazaka. À travers cette chazaka-là, il peut, récupérer son terrain quand il a l'argent ou un proche parent à lui, il a le droit de passer ça. Alors voilà, il peut passer sa chazaka à quelqu'un d'autre en disant, moi j'avais le droit de récupérer mon truc, mais j'ai pas d'argent maintenant, je donne ma chazaka à un tel qui peut la récupérer, moi ou quelqu'un venant de moi. Et de l'autre côté, celui qui va le revend à un certain taux. Alors, parce que c'est effectivement un quart, ça bouge aussi en fonction des prix, mais c'est le deuxième principe. De cette manière-là, de manière, généralisée, il y a sur le moment même, lors le sikrikon, quelqu'un a perdu son terrain, on empêche sur le long terme la possibilité de rendre, profitable ce genre de crime. De la même manière, c'est plus profitable pour le goy d'investir au ménard. Il sait que de toutes les manières, ça ne va pas lui faire plus d'intérêt là-dessus, puisque le système entre les juifs, plus personne va vouloir le racheter à ce prix entre les deux, et le prix devient le même, alors autant faire des affaires partout ailleurs. Voilà le système. Et de cette manière-là, d'une manière générale, l'inflation a été. Alors maintenant, il y a des questions qui sont embêtantes. Je vais lire rapidement peut-être une takana intéressante, parce qu'on passe à la page, à la ligne 70 pour arriver. C'est un cas, par exemple, où on a éliminé la Cheskat Haïchou. Il y a des cas où les Chachamim ont dit, et bien maintenant il n'y a plus de Cheskat Haïchou. Pourquoi? Pour des besoins particuliers. Regardez ce cas-là, 1668. Nidrosh nidrashnu, מהחכם השלם כבוד רבי יעקב אבוהב, על החצרות של משפחת נקסיס שבמטה טטואן. Il y avait une famille très riche qui ont des terrains à Tétouan. Et donc ils ont une cheskat haïchoub sur ces terrains. Ou mikadmat dana, dans l'ancien temps, avant, kishayu bnei mishpacha niskeret moshlim vesarim bemata aniskeret. Donc ces gens-là, cette famille Naxis, les princes de Tétouan, avaient donné tout leur terrain, sochrim otam la Yehudim, le donner aux Juifs, vechol Israël shayalo chezka bechatzrot aniskeret, ayagove sriut cheskato ma Yehudi at-socher. Donc il y a des gens qui ont la propriété sur l'endroit, mais il y avait des juifs qui étaient aussi propriétaires avant. Donc quand le Mishparat Naxis loue le terrain à d'autres juifs, l'autre juif, d'après le principe de Cheskat Haïchou, donnait le loue au goy et donne à celui qui avait la chazaka une partie de la location. Oulet kazot mitracha melucha. Il y a de nouveaux rois aujourd'hui, ou un nouveau prince qui règne à Tétouan. Donc tout le système a été remis en question. Amar Amelech, Yaroum Odo, chez Kol HaChatzerot, chez le Bnei Naxis Aniskar, Yashuvu Lida Melech. Il fait nationalisation, récupère tous les terrains. Tous les terrains de Naxos reviennent au roi. Ve'etilotam al-Kal Tétouan. Et il les redonne à la communauté de Tétouan. Chez Yitnu Be'adam, Sar Gadol. Oui, il faut savoir une chose très intéressante. Comment on peut s'enrichir? C'est facile, c'est en Europe, c'est partout. C'est très facile. On fait d'abord. On nationalise tout et on revend après, comme ça, et on peut de cette manière-là, il y avait le nouvel impôt là un nouvel impôt, vous avez la loterie nationale et les impôts en tout cas, le roi récupère tous les terrains, et maintenant on le donne aux juifs, très gentiment, rien qu'à condition qu'ils veulent bien le racheter. Quand on aura vu qu'ils ont racheté, c'est de cette façon que ça s'est produit à Fès, c'est l'histoire du roi Haïm. La famille du roi Haïm était très riche, et à une reprise, à deux reprises, ils ont tout, ils auront tout pris. Vous voulez continuer à habiter, très bien, on fait un nouvel impôt, vous donnez tout sur le nouvel impôt, le redonne, vous avez maintenant la possibilité d'habiter, quelques temps après, c'est fini, on a récupéré tout ce qui restait, et renouvelle l'impôt, etc. Et c'est là où le roi Haïm a quitté. Non mais, oui,
Mais en tout cas, en Europe, la même chose. C'était quelque chose de récurrent avec les Juifs. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont maintenant la ville juive, c'est-à-dire, le problème c'est le suivant, qui c'est maintenant qui va récupérer ces terrains? On doit maintenant récupérer là où on habite, c'est le premier principe. Deuxièmement, il faut le payer à un prix très haut, et les seuls qui vont pouvoir supporter quelque chose, c'est ceux qui, chez nous, dans la communauté, ont assez d'argent pour le faire. Donc on va donner aux riches, répartir ces terrains entre les riches pour que eux prennent sur eux le prix de l'impôt au roi. Maintenant, quel est le problème des riches quand on leur fait un truc pareil? C'est facile. Nous, maintenant, on va récupérer, payer la propriété sur tous les terrains, les anciens terrains de Naxos qui vont être ça. Une fois qu'on aura récupéré que c'est maintenant à nous, vont débarquer les anciens propriétaires et vont dire Cheskat Taïchou, ramenez le. Vous avez permis de récupérer ça du roi, etc. Donc les riches ne veulent pas acheter, ne veulent pas investir, c'est un investissement. On a dit, ça c'est pour empêcher l'inflation, mais là aussi pour empêcher aussi le fait de récupérer la chose. Qu'est-ce que font les Chachamim? Ils éliminent purement et simplement la Cheskat Taïchou. Ve'utzrechu akal, donc ve'utzrechu akal, lati la batim ala ashirim shelo lanot anim, ve'ashirim omrim ki erieze lo dayab shekoni bal kocham. Déjà, on nous force maintenant à racheter pour aider toute la communauté. Et là, chez vous, les achazaka, les kabot mehem, gam ken srirut cheskatam, pour prendre de eux, l'otikov, leur srirut et leur chazaka. L'ached, donc conclusion de ce problème-là, et c'est ça le côté très intéressant des takanot, c'est le côté vivant. C'est que bon, il y a cette halakha-là, et maintenant tout d'un coup, on la met complètement de côté pour un certain temps, dans ce cas particulier. De faire le takana de takana. Oui, alors, on n'a pas lu maintenant, je crois, dans une de ces takanot qui précèdent, ils disent on va faire cette takana-là, ad yashuv tzion, jusqu'à le Goel Tzedek. Elle ne bouge pas la takana jusqu'à ce moment-là, qu'on ne puisse pas penser l'éliminer. Bon, mais ça, ils ont fait la takana, et après, tout le principe, comment dire, vivant au niveau juridique, c'est qu'après on essaie de trouver quelles étaient les conditions, dans quel cas ils l'ont fait. Là par exemple c'est facile, là ils vont dire oui, bon, mais ceux qui ont fait la takana au départ n'avaient pas fait la takana pour empêcher de récupérer, parce que le but de la chose c'est pour, il dit la note anime, le but c'est quoi? C'est qu'on puisse récupérer les terrains de la ville, et après on se les répartit entre nous, et ça va finalement favoriser justement qu'on puisse habiter. Or, le problème de la takana, c'était qu'on empêchait à travers ça, par la spéculation de ceux qui ont acheté beaucoup de terrains, ceux qui pouvaient récupérer leurs terrains. C'est exactement l'inverse. Donc là, ils rentrent dedans. Il y a tout un tas de systèmes pour justement faire les takanot. C'est très vivant, les takanot. Vraiment, c'est pas du tout, même c'est vivant pour un autre point, une autre chose, là je vous ai enlevé toutes celles qui sont les mêmes, c'est qu'il y a les mêmes takanot qui continuent à se refaire d'année en année. Vous voyez une takana, 10 ans plus tard, la même takana qui revient. On dit bon, ça va pourquoi? Des fois c'est 2 ans plus tard, 3 ans plus tard. C'est que la takana a effet sur le moment où on promulgue le décret, tout le monde a peur, etc., on l'a fait comme ça. Et puis on laisse le temps de se calmer, les choses se tassent, et puis après un premier, un deuxième, un troisième, et le problème se revient comme il était au point de départ. Il y a des takanot très fameuses, là c'est pas nous, mais j'ai toujours cet exemple-là, parce qu'elle est dans toutes les communautés, c'est Farad, Ashkenaz, toutes les époques, il n'y a quasiment pas une communauté où ils n'ont pas fait des takanot sur le fait de jouer aux cartes. Jouer aux cartes, c'est une des takanotes les plus fameuses, très très populaire. Le jeu est très populaire. Et les Chachamim ont fait dans tous les pays des takanotes sur les cartes, et on les voit des fois, une année, 2 ans après, la même takana, encore 10 ans après, la même takana. Elle est pas intéressante au niveau juridique, elle est intéressante pour se dire que c'est très difficile de maîtriser le jeu. Il s'agit bien entendu de jeux avec l'argent, bien entendu. Et takanotes, il y a un Chacham qui écrit un livre, un Chacham d'Italie très fameux, qui écrit un livre sur le jeu de cartes et les malheurs de l'addiction au jeu de cartes, qui apparemment est un Chacham qui était lui-même totalement addict Bon, en fait, c'est un Chacham très particulier parce qu'il avait aussi essayé de faire des expériences d'alchimie, et son fils est mort d'avoir des inhalations de produits toxiques qu'il avait. En tout cas, bon, voilà un exemple de takanot qui se reproduit. Alors là, pour revenir dans notre sujet, l'odayam chez Konim al-Kocham, la chavou balech hazakot ligbol me vechole, lachen anu betzdin achatumim, nasanu venatanu bedavar, vechia vadin chez be'ale achazakot, yatsiru chezkatam. Yachitsiru, ça veut dire qu'on fait une takana pour ceux qui avaient la chazaka, pour ce moment, cette crise-là, élimine leur takana. C'est un resh, un dalet, qui dina de malchuta, dina. C'est le roi, et donc c'est pas nous qui avons enlevé la chazaka. D'où est venu le problème? C'est que tout d'un coup, le roi a récupéré tous les terrains et les a revendus au prix fort.
Donc ça c'est la loi du pays, et c'est la loi du pays qui a complètement éliminé ces chazaka. Ouléara ou Zkout Lakonim Achazarot, Khatan Nupo, Shalishi, Vechole, Rabbi Sadia Ben Nanan, Rabbi Immanuel Serevo, etc. Alors, dans ce même ordre d'idées, voilà notre exemple de Chazkat Haïchouv qui a été éliminé dans une question qui a été envoyée au Maram al-Sher, alors ça c'est en Israël, le Maram al-Sher, mais dans le pays Ashkenaz, où le même principe des takanot se pose en Allemagne. Voilà la question, je vous la lis rapidement parce qu'elle est très intéressante. Be'ir va'en be'Israël be'medinat Ashkenaz, donc il y a une grande ville en Ashkenaz, tachat memshalat Isa shel membed, donc il y a une assemblée qui décide les problèmes, c'est pas sur vos feuilles, une assemblée de gens qui décident sur les problèmes de la ville. Yoatzim vezaken echad natna aitza layudim rechov echad yaduru kulan. Il y a un ghetto qui est fait et cette rue est donnée à toute la communauté des juifs. Ve'adarbo yiten mas katsuv mibet zirato kefi abayit be'erech godo vetov mekomo. Chacun a un impôt fixé suivant la grandeur de sa maison, etc. Vis-à-vis des autorités. Jusque-là tout va bien. Uba Malshin Echad. Il y a un délateur, un juif. Alors c'est pas clair l'histoire, mais enfin, Malshin Echad, Laka Chezkat Ayudim Mikol Asher Bachar. Il a fait, son choix un peu partout. Il a récupéré, si vous voulez, en dénonçant chacun ce qui lui plaisait, les territoires, des maisons par-ci, des maisons par-là. Kefiretono, Ve'ala, Maya, Vegaba. Il était très violent. Des maisons des juifs en disant, vous savez, celui-là, c'est quelqu'un qui, n'a pas payé son impôt, et par conséquent, la maison est récupérée. Et lui, qui, Zara dénonçait aux autorités, récupérait tout ça. Une personne, une crapule, mais vous allez voir, l'histoire même, Yeshdin Ve'esh Dayan, au cours de l'histoire. Ve'kamouan Sha'aka la Kadosh, Ve'asou Kesher Benehem. Qu'est-ce qu'ils ont fait donc maintenant? Quelle est la manière de récupérer les choses là? Vous voyez, maintenant l'histoire, c'est un peu l'histoire de la Cheskat à Yishuv qui se passe en Ashkenaz au XVIe siècle parce qu'ils ont créé une Cheskat à Yishuv. Sans appeler ça Cheskat à Yishuv, mais ils ont dit chez Asou Kesher Benem, donc ils ont fait une takana entre eux, les gens de la communauté, chez Loïkar Shum Bar Israël Cheskat Travero. Que plus personne ne peut racheter ces terres, parce que bon, les autorités vont récupérer le truc, etc. Mais il faut maintenant revendre ces maisons. On ne veut pas les acheter. Même si la personne est expulsée de sa maison, personne d'autre ne va rentrer à sa place. Le Kouchou Madame a d'abord Shalosh Shanim, ils ont donné 3 ans pour permettre à celui de ramasser de l'argent et de racheter l'appartement ou. Alors ce délateur, la roue a tourné. Il a été condamné à mort par les autorités. Nitla al-Aet, pendu. On a brûlé la dépouille. Ils ont dispersé ses cendres. Vraiment, bon. Et maintenant, le problème est encore là. Donc maintenant, le pouvoir se retrouve avec toutes les propriétés du bonhomme dans la maison. Personne n'avait voulu les acheter, et lui, il avait tous ces terrains. Le pouvoir, c'est très simple. Quand quelqu'un a quelque chose, on le tue, et ces terrains reviennent au roi. Zoulat qui a chayav marot la Isa, on a remboursé ses dettes, on a récupéré tout le truc, etc. Alors je passe un peu tout le détail de la... voilà. Avrouj Chamesh Shanim, Shenimrak Zichro, Misefer Esa. 5 années ont passé et on a complètement oublié toute cette histoire-là. Et pour l'instant, pendant ces 5 années, les maisons appartiennent à l'assemblée municipale, enfin ceux qui dirigent la ville. Nityachev Benem Rofe Echad. Un bon juif, médecin, qui arrive et qui s'installe dans la maison, qui apparemment est à la fois quelqu'un de bien et à la fois quelqu'un qui est des bonnes, sous les bons augures aux yeux des goïs, parce que c'est un médecin qui va venir, ils veulent l'attirer à habiter dans cet endroit-là. Ils ont fait des conditions pour l'engager. Il s'est engagé à dire, moi je ne voudrais pas prendre la chazaka de ceux à qui ça appartenait, donc je ne voudrais pas récupérer rien, je sais qu'il y avait quelque chose qui m'a précédé. La maison du fameux délateur, ils leur dit, on va la donner maintenant à toi, ce refait.
En plus de ça, il enlève les impôts, puisqu'on veut l'attirer à habiter ici, donc il a la maison sans les impôts. Et lui, il a très peur, parce qu'il ne veut pas faire enfreindre le Kherem, il ne veut pas prendre ce qui appartient à d'autres juifs, et il vient poser la question, se pose, au Chacham, est-ce qu'il a le droit d'habiter dans cette maison-là? Et il y a deux parties dans la ville, au niveau des Chachamim, pour justifier pour contre lui, et on envoie la question d'Allemagne, Atzfat, Maram al-Sher, pour donner la réponse. Il y a une longue teshuva du Maram al-Sher autour de cette histoire-là, pour expliquer qu'il n'y a pas de Cheskat Haïchouv là-dessus. L'intérêt de la communauté, c'est de continuer. Ce qui a pris, c'est le roi qui a complètement récupéré. Ça devient Dina de Malchutadina. On ne peut pas maintenant remettre la chose en arrière là-dessus. C'est un intérêt de la communauté. Voilà une manière aussi de changer inversement à cette question-là. Une autre question est évoquée. Ça, c'est le côté plus violent. Mishpaté Shmuel. Il y a un chacham du XVIIe siècle, Rabbi Shmuel, qui habitait à Arta en Grèce et qui s'appelle Rabbi Shmuel Kal'i. Et qui a une teshuva très intéressante. Ça, c'est pur problème de juifs entre eux, dans la communauté. Il y a une femme, chez Isha Achat, Mechamat Ktata ou Meriva Shayala Im Reuven. Elle a des problèmes, apparemment elle a déjà pas mal de moyens, mais en tout cas au tribunal, elle a perdu un procès entre elle et Reuven. Alcha ve'elta chanuyot murzeket ve'omedet ba'ina Shimon ve'Levi zman rav. Il y avait des gens qui avaient des chanuyot, elle a dit c'est ça moi, j'achète tout. Elle a récupéré au prix donc acheter des reins, et maintenant je peux monter les prix, et il peut toujours courir pour que je puisse payer l'argent en question. Purement, c'est pas de la spéculation là, c'est de la spéculation vengeance, vengeance, méchanceté. עד שלצורכיהם שלהם בחנויות לחיותם ואומנותם הוכלו לקחתם בסך ההוא מהתוגר. Oui, alors elle a repris ça, elle a vendu à Togar, c'est le sultan, et le sultan maintenant les prix sont très hauts, et elle est très contente de voir que tout le monde mais si on faisait le marché, le système normalement, ils auraient pu trouver pour acheter des appartements, mais maintenant les prix sont complètement impossibles. Veigarioma kolze וחזנה להזיק מפני שהיה לה דין עם אחרים וחשבה שנתערבתה בדינה, elle pense qu'elle a eu une injustice, donc qu'elle a perdu, והלכה והזיקה לאלו וחיות אחרים אינם נמצאות. ועתה שאל השואל, מה דין האישה הזאת? Et le Chacham a tout un long développement pour expliquer pourquoi tout son truc est non seulement est non avenu, mais il faut même lui faire un knas, la nuit d'avoir pas choutou, chez Imken Atzaratam chez les Varim. C'est intéressant le chose, on envoie une histoire à un Chacham, loin de l'endroit. Est-ce qu'il n'a pas entendu les deux côtés? On ne peut pas faire de halakha dans un problème de manonote sans écouter les leçons. Donc il dit si vraiment l'histoire est comme vous racontez, chez Avona Gadol Mineso, Karati Alea Omotzi Ani Mar Mimavet et Aisha, Asher Kula Metzodim Vecharamim, Vala Mesayim Vechotei la Kedba, Va Mesra Yerachem, celui qui est comme ça. Etc. Il développe toute cette échouva pour éliminer cette histoire-là. D'une certaine manière, c'est le même principe de Cheskat Haïchouv qui revient, simplement qui est fait de manière particulière dans un cas particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas sous la forme d'une takana qui existait précédemment, mais sous la forme de maintenant le cas se présente, voilà quelqu'un qui fait monter le prix. Donc on n'a pas besoin, ce qui est un peu intéressant dans cette dernière échouva, c'est qu'on n'a pas besoin simplement du moyen de la takana pour éliminer la chose. Là, voilà le cas qui se présente, et le Chacham dit, moi, étant donné que c'est les conditions de la takana du Kherem et du Cheskat Haïchouv, j'annule ce genre de choses-là, il faut redonner la possibilité à ceux qui avaient les magasins en question, les Chanouyot, de recevoir les différences de prix de ce qu'elle a fait monter les prix pour pouvoir récupérer leur raison. Voilà, d'une manière générale, plus ou moins le principe qui se détache de toutes ces choses-là. J'ai terminé la page en ramenant juste une petite dracha du Rav Chaim Palachi, qui a trait à un problème qui est analogue à celui-là et qui est trait à celui, de manière générale, des assemblées communautaires ou municipales qui vont déterminer à qui donner des terrains, à qui ne pas donner. On distribue des territoires. Il y a des des magasins ou des terrains de la communauté et on les distribue aux uns, distribue aux autres. On a un précédent très intéressant, c'est celui de Moshe, quand il partage le pays dans Parashat Matsé, et on a un principe d'équité, où on dit l'arabe tarbe nachalato, velamara tamin nachalato. Il y a quand même un rapport entre le terrain, pas dans la qualité de chaque terrain, parce que chacun a un endroit différent en Israël, mais dans la quantité, on doit avoir une nachala qui permet de proportionnelle à chacun. Donc là, c'est dit l'arabe tarbe. Or, il y a un petit diouk dans le pasouk, et sur ce diouk, Rabbi Chaim Palachi fait une rachat très intéressante, c'est que dans un pasouk, il y a l'arabe tarbe,
nachalato, vela ma'at tam'it nachalato. On doit donner à celui qui a plus ou moins en fonction du nombre de la grandeur de la tribu. Mais quand le passouk est répété, ça dans la parasha de Pinchas, soit que l'on dit à Moshe, mais quand Moshe enseigne ça aux Zékénim, il leur dit au Nessim, la rav tarbu nachalato, vela ma'at tam'it nachalato. Il emploie une fois un pluriel et une fois yachid. Ça, c'est un petit détail du passouk qui est propice au drachat des Chachamim. Mais le Chacham ramène une dracha du Harizal d'abord, qui en elle-même est déjà très intéressante. Je vous la lis en ligne 89. Vezia davar asher katuv sham b'ktivat yad, ki davar hazeh nitkasha ha'ari, velo matzat shuva nitzachat. Le Harizal lui-même s'est posé cette question-là à propos du singulier et du pluriel. Ad sheit'ana kama ta'aniot, pour répondre à cette question sur la Torah. ונתגלה אליו אליהו הנביא, וכה אמר לו, דע, כי כל הגורם נזק לחברו בעניין מזונותיו, עונשו הוא שיבוא בגילוי נחש, כי עפר לחמו. Ça c'est vraiment très violent, donc il faut faire attention. Mida keneged mida, puisque tu l'as fait manger la poussière, tu deviendras... ומשום אחי רמז הכתוב פה, בעניין ירושת הארץ, שהוא הפרנסה. Donc la ירושת הארץ, le terrain, c'est le fait d'avoir en ayant des terrains, c'est ce qui lui permet de subvenir à ses besoins. L'irtov b'makom echad binyan ribouy anachala b'lashon rabim, kedei sheizku b'arubam Israël. La rav tarbu nachalato, pour que beaucoup donnent, beaucoup, qu'il y ait plusieurs qui participent à la mitzvah de l'arbot. Au binyan amiot katav b'kol ha'parashiot b'lashon yachid tam'it nachalato, shelo yikashu rabim b'avon ze. L'amit et nachala ou l'arbot et nachala, c'est pas simplement le fait de partager le territoire, mais c'est d'aider des gens dans leur parnassa, ou de les empêcher d'avoir leur parnassa. Ceux qui font la mitzvah l'arbot, on voudrait qu'il y en ait beaucoup, donc la Torah a dit tarbou, et ceux qui font la mitzvah tam'it, on voudrait qu'il y en ait moins. Et le Rav Falachi, qui ramène cette dracha-là dans son livre de drachot, donc on passe à Izmir 19e siècle, du Harizal, il dit c'est un principe qui est aussi très intéressant et de retombées énormes, parce qu'après les questions posent, qu'on l'utilise dans une dracha, on l'utilise au niveau de la lacha. Il dit tarbou et tam'it, c'est pas simplement ceux qui font le bien, il faut qu'il y en ait beaucoup, et ceux qui font le tam'it, il faut qu'il y en ait moins, mais il dit c'est à propos de la communauté ou des institutions du Beddin. Lorsqu'on est là pour essayer de rajouter, alors il parle de tout le domaine, c'est plus simplement les maisons, c'est tout l'ensemble de la parnassa des gens, des kitzbaot, etc. La rav tarbu nachalato, vous voulez rajouter de la parnassa aux gens, eh bien, soyez nombreux à participer à cette chose-là. La marat, si il s'agit du conseil qui va essayer d'éliminer les gens ou d'enlever leur parnassa, tam'it, ne participez pas à ce genre de choses-là. Ah bon, on ne participe pas. Comment on fait? On est dans le besoin. Et il a un même principe qui est absolument révolutionnaire. En sibourani. En sibourani, ça veut dire qu'au niveau personnel, quelqu'un te demande la tzedaka, tu peux dire, j'ai pas de quoi donner la tzedaka. Effectivement, chacun, il y a des gires suivant ce que tu peux. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose de collectif, eh bien, on doit malgré tout continuer à donner la tzedaka ou les besoins des plus démunis, parce que de toutes les manières, ça sera toujours, le rapport, moi je l'explique, la manière de comprendre, c'est pas qu'on peut dire on n'a plus rien, non, mais le rapport entre le fait de supporter la perte pour un particulier, ou de la supporter par rapport à la collectivité, est totalement différent. Donc, en sibourani, on pourra nous plus le supporter, et donc, la rav tarbu nachalato, quand il s'agit de nachala, de rajouter tarbou, soyez nombreux, la marat tam'it nachalato, si jamais on parle de sujet de la maït, ne soyez pas nombreux, éloigne-toi, ne participe pas à ce genre de choses-là. Voilà la fonction de Rav Chaim Falachi. D'une manière générale, voilà quelques exemples très rapides, vraiment sur une notion de, nouvelle de halacha, la cheskat haïchouv, en l'ashkenaz, je dis c'est presque l'inverse, puisque finalement, en Europe, le but c'était de permettre de garder, malgré tout, notre communauté, mais aux dépens de tous les gens de l'extérieur. Là, c'est exactement, la cheskat haïchouv pour nous permettre de continuer à ne pas, être démunis de notre bien. Cette akana-là, à travers elle peut permettre de voir comment marchent généralement les takanot, et à travers l'évolution de ces takanot-là, un certain principe fondamental qui ressort, c'est le rôle des chachamim dans tous ces domaines-là. C'est le fait que les chachamim sont à la pointe, je dirais, pas de l'actualité, mais de toutes ces, des changements, des évolutions, de ce qui se passe, voilà. Que ce soit pour les continuer, que ce soit pour rajouter des petites, des rajouts, soit pour éliminer, en disant maintenant ça ne marche pas.
Je pense que lorsque les Chachamim parlent de ce genre de sujet-là, la Torah, elle, comment dire, plus classique, je dirais, qu'on connaît naturellement, a une autre sonorité et une autre comment dire, ambiance que simplement celle qui est donnée dans l'étude, dans la pratique des mitzvot. C'est une pratique des mitzvot, c'est une connaissance de la Torah qui se voit de manière, comment dire, appliquée dans la vie comment dire, civile, économique et sociale. Et c'est comment dire, inspiré de ce genre de texte qu'on se pose la question, est-ce que ce genre de préoccupation de Torah qui était comment dire, d'usage dans la galoute, dans des communautés où ça se faisait, je veux dire, loin d'Israël, ne devrait pas, revenu en Israël, être nettement plus développé, puisque je veux dire, c'est à nous maintenant, tout l'ensemble de l'activité du pays, la réflexion sur ces sujets-là au niveau de la Torah. On risquerait parfois de se demander est-ce qu'on n'a pas régressé par rapport à ce qui devrait être, au lieu de se développer de manière... Alors, le problème... Sur le principe de la Chazaka, c'est un problème, vraiment, si on rentre maintenant dans le côté actuel de la Chazaka, c'est très intéressant le problème de la Chazaka, parce que c'est vraiment, comment dire, un des points les plus douloureux, et pas pour comment dire, simplement le coût du prix du logement, mais pour des gens qui ont vécu pendant des dizaines d'années dans des logements, qui étaient des logements sociaux, qui étaient des logements qui ont été donnés au début de la LIA, et après 50 ans ou 60 ans dans un logement, comment dire, les sociétés qui s'occupaient de ça ont été revendues à des banques, c'est devenu purement quelque chose de très privé, la banque, donc c'est seulement, et avec l'appui du tribunal, ces gens-là sont expropriés. Quand à côté de ça, le même genre de principe, qui est aussi quelque chose de logique, c'est la fameuse histoire des kibbutzim, où des terrains qui avaient été donnés aux kibbutzim pour développer le pays, pour protéger, pour l'agriculture, pour protéger les frontières, pour tout un tas de raisons qui sont justifiées, ont vu, comment dire, pas du tout l'expropriation, mais le fait de changer leur nomination dans leur nature en terrain agricole pour pouvoir faire des hôtels, du tourisme, c'est encore gentil, des centres commerciaux, et si c'est pas tout simplement de l'immobilier pur et simple. Et dans l'immobilier pur et simple, non, ça c'est encore le nouveau Khaver, c'est encore une autre chose. Mais là je parle sur les terrains-là. Et la question c'est qu'est-ce qu'on fait sur ce problème? C'est exactement le problème de la Chazaka. C'est purement et simplement le problème de la Chazaka. Donc il y a encore beaucoup... Par rapport au pays d'origine, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple au Maroc, il y avait quand même une certaine facilité pour les Juifs du Maroc, parce que les Arabes laissaient faire des législations des Arabes. Absolument. Maintenant, je ne pense pas que ce soit pareil pour les autres pays, c'est-à-dire quelle est l'interdiction à ce moment-là des Goujis. Oui. D'accord. Alors, c'est cette question-là, c'est ce point-là qui a fait que lorsqu'on cherche à étudier les takanot, à partir du XVIIIe siècle, XIXe siècle, on a l'exclusivité, quasi-exclusivité des takanot dans les pays séfarades. Maroc, c'est un exemple, comment dire, parfait, puisque c'est vraiment juste que les takanot, on a des takanot, alors ça c'est le gros registre de takanot, c'est celui dont j'ai pris ces takanot-là. On a des takanot plus récentes du grand rabbinat du Maroc des années 50, 51, 52, où là on a aussi des takanot en français, en arabe, en hébreu, qui sont émises sous l'autorité du roi, donc c'est parfait. En Europe, après, suite à l'émancipation, les pays ont retiré le côté, civil des Chachamim, et du coup, la halakha aussi est devenue moindre. Parce qu'on peut dire, on va au Din Torah comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans la situation, européenne, dans le sens, même pour que les Bate Din puissent légiférer dans des divorces sur les problèmes économiques, pécuniers du divorce, qui apparemment, c'est le sujet même, on va dire non, il y a l'autorité parallèle aux tribunaux, et il y a l'interdiction aux tribunaux rabbiniques de légiférer dans les problèmes d'argent, même sous la forme de bourreroute. C'est un fameux, là maintenant ils sont en train de parler, essayer de remettre ce décret en question, c'est que non, la bourreroute, n'importe qui peut aller voir quelqu'un en question de borer. Ici une roque à bourreroute, et ici la borer, ça fait rapide, ça facilite. Or, les Bate Dinim Rabbanim ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils n'ont, d'après la loi, que l'autorité pour les mariages et les divorces, et même pas sur l'aspect économique. Donc effectivement, c'est très restreint. Alors qui va, normalement on devrait dire, on ne va que dans des Bate Dinim Rabbanim
pratim, qui font le dîner mamonot. Ça devrait être comme ça qu'on réfléchit. Oui, mais c'est, je veux dire, ce côté idéal des choses ne se fait pas pour la raison que chacun ne voit qu'est-ce qui va lui donner plus de satisfaction, de résultats au niveau de son affaire. Et par conséquent, tant que c'est pas quelque chose qui est fait, à la base. Maintenant, la question des takanot, est-ce qu'il y a des takanot qui ont été faites en Israël? Quasiment pas de takanot. Il y a 2 takanot de la Rabbanout Harashit, assez comme ça, pour interdire. C'est les takanot qui retombent sur des choses, sur l'histoire de Yiboum, sur le fait de pouvoir prendre, de se marier, de femmes, etc. Et puis c'est tout. Aucune takanot concrète. Voilà, c'est à peu près la situation qu'on a aujourd'hui. Mais il est clair que si on ne remet pas la takana à l'ordre du jour, eh bien, la Torah est amputée d'un des grands moyens de son application. Elle se manifeste, la halakha et tout ça, essentiel, dans la façon de résoudre de nouveaux problèmes de manière majeure par l'histoire des takanot, et c'est ce que nous montrent tous ces textes-là des Chachamim. C'est bien. Ça n'a pas gêné. Non, ça va.